Je reprends les termes de monsieur, étudiante en sciences pharmaceutiques, et donc vilain petit canard, et non pas parce que je suis arabe, non. Il y a de cela un mois, je ne savais même pas ce que c'était que le concours ou le Corneille d'art oratoire. J'étais en pleine débâcle sentimentale, alors j'ai fait quelque chose de bizarre. J'ai ouvert ma boîte universitaire. Oui, Scapozza, monsieur Scapozza, je l'ai ouverte. Et par un biais de représentativité, plus connu sous le nom d'illusion de collusion, j'ai vu là Madame de Merteuil. Et j'ai voulu la défendre pour peut-être me sauver moi-même. Et puis non, je suis là, devant vous, et je dois accuser Rastignac. Mais en y réfléchissant, moi, scientifique raté, réalisant là peut-être un rêve avorté, à force de vouloir trop se défendre, ne finit-on pas par s'accuser? Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les juges, chère audience, Alceste et Célimène ont été jugés dans cette même salle, et aujourd'hui, c'est à votre tour d'être jugé, Monsieur Eugène de Rastignac. Votre géniteur se nomme Honoré de Balzac, démiurge de la comédie humaine, ensemble de 90 ouvrages. Lorsque Monsieur Eugène de Rastignac, né des mains de son créateur en 1831 dans Peau de chagrin, il s'appelle Rastignac tout court, sans prénom, sans titre, sans famille et sans particules. Vous comparaissez ensuite dans 22 romans qui, le plus souvent, feront l'état de votre fortune, mais c'est avec le père Goriot que vous marquerez la postérité. Vous êtes alors jeune étudiant en droit. Oui. Et vous portez là les valeurs de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Nous vous retrouvons en 1845, vous avez 46 ans. Dans Les Comédiens sans le savoir, vous êtes l'un des 2-3 hommes enfantés par la Révolution de Juillet et vous êtes riche. Riche d'une fortune dont les origines sont dépeintes dans le court mais néanmoins technique récit de la maison de Nucingen. Non, non, monsieur de Rastignac, vous n'êtes pas dans le box des accusés par hasard. Mais depuis, quelle vitalité, jeunesse éternelle, monsieur de Rastignac, vous ne faites qu'enfanter. Récemment, j'ai même joué à une partie de pistolet à eau avec un de ses rejetons, un dénommé Benalla. Enfin, bref, il y a les Rastignac de la politique, il y a les Rastignac des affaires, il y a les Rastignac des lettres, il y a les Rastignac des avocats. Comment expliquer une telle longévité? Certains diront qu'elle est due au génie démiurge de Balzac, cet entomologue des mœurs qui sut, dans l'immense vérité des détails sondés, la nature humaine, qui, à l'instar de ceux qui nous ont légué des Casanova, des Don Juan, je n'en vois pas, des Richard III, aura su marquer l'inconscient collectif de vous, monsieur Eugène de Rastignac. Certains disent que vous êtes ambitieux, et je leur réponds, vous êtes ambitieux. Mais je vais vous le dire ce soir, une telle longévité prend racine dans les bas-fonds d'un sentiment noir, un sentiment d'impunité. L'impunité, ou comment se croire au-dessus des lois.
Et c'est à l'aune de la gravité des faits que je vais vous exposer que j'emploierai l'argument de la criminalité. Et non, monsieur Honoré de Balzac n'était pas un simple et génial sociologue, il était également visionnaire. Et non, la longévité de monsieur de Rastignac et son impunité ne sont pas vaines, ce sont des pratiques de classe dominante qui portent en elles les ressorts qui furent mis en place dans la France post-révolutionnaire et post-impériale des années 1820 et 1830. Oui, nous sommes en 1830 et M. de Rastignac représente l'incarnation même de la nouvelle classe dominante. Et cette ère inaugurée dure encore. Cette ère a l'odeur de l'argent. Oui, Balzac, bien avant Karl Marx, avait compris son culte, ce culte qui demeurerait même après la mort de Dieu. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à faire l'anagramme d'Eugène de Rastignac. Argent, gain, Dieu. Par ailleurs, à plus large échelle, les déflagrations de ce que j'appellerais les pratiques des classes dominantes, que certains sociologues éminents, que je ne citerai pas pour que mes collaborateurs viennent répliquer, nomment la violence des classes dominantes ou encore violence des riches. Et ne me faites pas de mauvais procès, nous sommes en Suisse et les Suisses aiment les riches, peut-être moins les Français. Enfin, ces déflagrations causèrent alors par des mécanismes qu'aujourd'hui encore il est difficile de déterminer, des transformations sociales profondes. Et ce n'est pas M. Macron qui eut la jaunisse récemment qui dira le contraire. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs les juges, votre responsabilité ce soir est écrasante. Nous sommes en 1837. Au moment des faits que je relate, c'est la période de la haute banque. La banque est alors au cœur du système social. Et M. de Rastignac est alors un maillon indispensable de la chaîne. Il est le banquier du richissime patron de banque, M. de Nucingen. Cette histoire que je vais vous raconter, brièvement parce que mon temps est compté, c'est l'histoire d'un menteur, c'est l'histoire d'un faussaire, c'est l'histoire d'un truqueur et l'histoire, mesdames et messieurs, d'un laquais. Nous sommes en 1837 et le baron organise alors l'orchestration d'une troisième liquidation frauduleuse, une fausse faillite opérée qui le mènera au sommet et des centaines de familles dans le fossé. Monsieur de Rastignac n'est-il pas criminel lorsque toutes ces familles se retrouvèrent déshonorées, des enfants dans la rue, des femmes étant obligées de se prostituer pour pouvoir nourrir des bouches, des familles dont on a ôté la dignité, des familles qui se sont sacrifiées. C'est une machinerie très vaste que de frauder à cette échelle, et une machinerie qui exige bien des polichinelles. Ces polichinelles portent la marque, portent la voix de M. de Rastignac, puisque c'est par sa bouche que de fausses rumeurs furent colportées. Mais, par un curieux hasard, que je ne mentionnerai pas parce que je l'ai oublié, M. de Rastignac dit que ces rumeurs furent colportées à son insu. Mais M. de Rastignac, brillant, calculateur méthodique, ne savait pas. Moi, je veux bien qu'on me prenne pour une idiote. Je le suis probablement. Mais enfin, ces honorables messieurs, cette honorable dame, cette seconde dame, pourtant,
Comme tout individu, comme vous, monsieur, je ne peux vous retirer l'espace de la présomption du doute. Cet espace, aussi étriqué soit-il, aucun homme, aucun avocat ne peut vous en aliéner. Mais alors, et ceci en excluant la nature de votre relation à la femme du baron, vous étiez donc son collaborateur, gigolo, collaborateur conjugal. Monsieur de Rastignac partageait la couche de la baronne depuis 10 ans. Mais monsieur Rastignac ne savait rien. Alors pourquoi monsieur de Rastignac, lorsque monsieur Godefroy voulut investir une partie essentielle de son argent, avant les toutes premières rumeurs de liquidation, pourquoi tentez-vous de le dissuader? Quant à ceux qui voient dans le conseil avisé qui donna à madame Nucingen la preuve ou la marque de son ignorance, eh bien, qui n'y sondent que les soubresauts de sa conscience, car d'une pierre deux coups, il triplera la dot de Delphine, lui épargnant la honte et la ruine, et réglera sa dette morale, celle que tout individu doit à celui qui le propulse dans la société. Et M. de Rastignac a un cœur. Comment aurait-il pu ne pas souffrir de celle qu'il considérait comme son amie? Et puis, Dieu seul sait que la conscience de l'époque est difficilement anesthésiable. Oui, aujourd'hui, les psychotropes, plus connus par les banquiers sous le nom de Xanax, Séroplex, Lexomil, ne furent inventés qu'en 1950 par un certain Laborite. Quant aux victimes qui ne pèseront pas sur sa conscience, messieurs, mesdames les juges, c'est votre responsabilité que d'offenser l'offenseur. Car les hommes ne rougissent pas des erreurs qu'ils commettent, ils rougissent de celles qu'ils essuient. Et il est grand temps que cesse ce rapport relativiste et dominant à la règle. Tout individu, et ce, quelle que soit la société, le nom de la société qu'il ait enfanté, se doit de répondre de ses actes devant une machine, parfois confondue avec une administration, une machine parfois infernale, mais une machine qui porte le nom d'une vertu, la justice. Et il est aujourd'hui plus que vital que ces individus, pris individuellement, cessent de se faire croire à eux-mêmes que leur action est contrainte par des règles impersonnelles. Et je finirai en citant un fervent admirateur de M. Honoré de Balzac, un certain Dostoïevski, qui à 16 ans se vantait déjà d'avoir lu l'ensemble de la comédie humaine. Rien n'est plus facile que de dénoncer un être abject. Rien n'est plus difficile que de le comprendre. Mais, dames et messieurs, cependant, si ce soir, vous ne condamnez pas monsieur Eugène de Rastignac, vous l'aurez compris, mais vous ne l'aurez pas jugé. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, ce soir, la grande accusée, la belle Hélène pour laquelle on s'entretue à coups d'éloquence, c'est l'ambition. L'ambition, tantôt on la désire follement en la considérant comme la voie royale vers l'excellence, et tantôt on l'accuse de haute trahison et de comploter avec l'arrivisme, comme si l'un et l'autre allaient forcément de pair. Ce soir, je vous propose une trêve. Ce soir, je vous propose de cesser de blâmer l'ambition. Et je vous propose même mieux. Je vous propose d'être honnête avec nous-mêmes et de reconnaître que dans le milieu académique, accuser l'ambition, c'est poignarder sa meilleure amie dans le dos. C'est accuser cet allié qui incarne le désir de réussite et qui, à ce titre, stimule sans cesse la curiosité des chercheurs et pousse le savoir toujours plus loin. Accuser l'ambition, c'est aussi en quelque sorte refuser d'exceller, notamment dans son milieu professionnel, que ce soit en rendant des décisions justes et équitables, en défendant ses clients bec et ongles, en publiant des avis et des articles pointus, ou plus loin dans cette salle, en étudiant assidûment. Et je ne pense pas
qu'une seule personne honnête dans cette salle ne souhaite vivre les conséquences d'un tel refus et sombrer dans la médiocrité. Alors, je vous en prie, ce soir, adressons pour une fois quelques éloges à Hélène. Et que demander de plus pour ce faire que de défendre Eugène de Rastignac, ce jeune étudiant vivant dans le Paris du XIXe siècle, personnage principal du Père Goriot, et que l'on accuse à tort et à travers d'être un ambitieux. C'est curieux, n'est-ce pas, ce raccourci opéré par le langage courant. À en croire certains critiques, la principale tare de Rastignac est d'être un ambitieux, alors que l'ambition incarne simplement le désir de réussite. Alors, il m'a semblé nécessaire de préciser quelque peu l'acte d'accusation de Rastignac. Ce qu'on lui reproche en réalité, c'est une certaine tendance à l'arrivisme, c'est son plaisir pris en compagnie des femmes, et c'est enfin sa course après l'argent. Alors, j'en conviens, la liste ainsi dressée des actes de Rastignac semble le rendre indéfendable. Et pourtant, quand on lit attentivement Balzac, rien n'est plus aisé que de défendre son personnage. C'est ainsi que ce soir, je n'inventerai rien. Je ne ferai que livrer un message clair et limpide, tel que Balzac l'a transmis en rédigeant ce chef-d'œuvre qu'est le Père Goriot. Ce soir donc, je ne serai qu'un humble porte-parole de l'une des pensées les plus brillantes de la littérature francophone, car elle suffit à elle seule à disculper entièrement Rastignac. Venons-en aux faits. Certains reprochent à Rastignac son arrivisme. Alors il est vrai que Rastignac débarque à Paris en jeune idéaliste, n'est-ce pas? C'est un étudiant en droit qui rêve de changer de conditions sociales en étudiant le droit. C'est bien beau, c'est un petit agneau, n'est-ce pas? Tout crotté, tout naïf. Mais à peine 3 mois passés dans l'arène de la pension Vauquer et du tout Paris, on est frappé par sa transformation radicale. Il est devenu un lion. C'est désormais un homme qui sait se comporter parmi la bourgeoisie, qui sait dévoiler un croc ou secouer sa noble crinière au détour d'une conversation mondaine. N'est-ce pas? Il se permet de parader à toutes les soirées en dévoilant son pelage lustré et doré. Il ne loupe pas une soirée au théâtre. Bref, au diable les belles idées et les études, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, moi, c'est la cause de cette transformation. Alors, certains argumenteront que c'est l'intelligence de Rastignac qui lui a permis de s'élever ainsi dans les hautes sphères de la société, signe qu'il est, tenez-vous bien, un arriviste particulièrement doué. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Car Rastignac a bien des qualités, n'est-ce pas? Il s'attache énormément au Père Goriot, il paye son enterrement, il verse des larmes, il couvre le caractère opportuniste de ses filles au Père Goriot, mais il n'est pas particulièrement intelligent. Non, c'est dommage, mais il n'aurait pas pu, de la sorte, se hisser par la seule force de son intelligence. D'ailleurs, il a abandonné les études de droit. Alors, si ce n'est pas simplement la volonté et l'intelligence de Rastignac qui l'ont transformé ainsi, que s'est-il passé? Eh bien, il ne s'est passé que la société mondaine et bourgeoise du Paris du XIXe siècle. Il ne s'est passé que l'éducation de la vicomtesse de Beauséant. Il ne s'est passé que la fréquentation de Madame de Nucingen. Il ne s'est passé que les soirées au théâtre. J'en passe et des meilleurs, comme dirait l'autre. Car Balzac le dit lui-même, ce qu'il souhaite faire par le biais de la comédie humaine, c'est rendre l'esprit d'une époque. Il ne veut pas accuser Rastignac d'arrivisme, mais plutôt montrer l'effet que Paris a sur des esprits jeunes et innocents, qui arrivent sans crier gare. Au fond, Rastignac n'est pas mauvais en tant que tel, c'est le contact avec Paris qui l'avarie. Dans le Père Goriot, il quitte en quelque sorte l'état de nature de son village natal méridional et devient l'une des nombreuses victimes de la civilisation corruptrice, pour paraphraser Rousseau. Alors, vous me dites que Rastignac est un arriviste? Je vous réponds oui, il l'est devenu. Vous me dites qu'il est responsable de ses actes? Je vous réponds absolument pas. Rastignac n'est qu'un dommage collatéral de ce que Balzac appelle le règne de la sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante, pièce de 100 sous. On reprochera également à Rastignac son goût pour les femmes. Ou plutôt, on lui reprochera d'utiliser les femmes et de les séduire pour se hisser toujours plus haut dans la société. Alors, permettez-moi de souligner tout d'abord que Rastignac, de femmes, n'en a séduite que 2. Et je pense que la plupart des hommes dans cette salle battent aisément ce record. Ensuite,
Rastignac n'a pas consommé son amour avec Victorine et il s'est rétracté au dernier moment en se sentant terriblement coupable. S'agissant de Madame de Nucingen, d'aucuns argumenteront que c'est une pauvre victime de ce séducteur fou qui n'a séduit que 2 femmes. Et je dois avouer que je ne vois pas en quoi Madame de Nucingen est une victime de Rastignac. Non, mesdames, je vous en conjure, choisissons mieux nos combats. Car le vrai drame dans le Père Goriot, le vrai drame de la vie des femmes, ce n'est pas les coups bas de leurs amants. Le vrai drame, au XIXe siècle, pour les femmes, c'est le mariage. C'est ces mariages de façade avec des hommes qu'elles n'aiment pas. C'est ces mariages de façade avec des hommes qu'elles haïssent. Car oui, l'une affirme qu'elle se jetterait par la fenêtre plutôt que de coucher avec son mari. L'autre se fait voler sa dot. Et enfin toutes, absolument toutes, et c'est quand même terrible, se font tromper. Impossible de divorcer à l'époque, c'est bien trop mal vu. Alors les femmes n'ont d'autre choix que de prendre des amants pour se venger. Et c'est ainsi que Delphine de Nucingen n'est nullement une victime de Rastignac, et au contraire, elle l'utilise. Il l'introduit au salon exclusif de Madame de Beauséant, il lui prête de l'argent, il la couvre vis-à-vis de son père en cachant son caractère opportuniste. Il lui permet surtout de se venger de son mari qui lui a volé sa dot. Ainsi, Rastignac n'est qu'une flèche secrète au carquois de Madame de Nucingen, dans une guerre ayant pour cible son banquier de mari. Enfin, on reprochera à Rastignac son goût pour l'argent ou sa course après l'argent. Comme si on pouvait vivre sans argent, ou comme si c'était le seul personnage du Père Goriot à vénérer cette toute-puissante pièce de 100 sous. Au XIXe siècle, malheureusement, à Paris, sans argent, rien n'est possible. Alors, vous voudriez blâmer Rastignac de s'abaisser à courir ainsi après l'argent, n'est-ce pas? Vous voudriez affirmer que le pauvre est plus désintéressé. Mais détrompez-vous, car le Père Goriot lui-même, entendez-moi bien, le Père Goriot, oui, ce saint qui aime ses filles d'un amour absolu, qui les gâte au point qu'elles pourrissent, qui s'oublie lui-même jusqu'à croupir dans une vieille pension, doit sans cesse accéder aux requêtes financières de ses filles pour qu'elles puissent s'acheter les plus belles robes, pour qu'elles puissent se constituer une dot, pour qu'elles puissent s'acheter les plus beaux bijoux. Bref, vous l'avez compris, le Père Goriot, pour aimer ses filles, a sans cesse besoin d'argent. Car le monde parisien tout entier, des beaux quartiers à la pauvreté, vit sous l'égide de la toute-puissante pièce de 100 sous. Et ce que dénonce Balzac, ce n'est pas tant le comportement individuel de Rastignac. Ce qu'il dénonce, c'est bien plutôt le fonctionnement général d'une société, celui d'une société qui se rue vers un capitalisme débridé, celui d'une société scélérate dans laquelle la seule possibilité de survie est de faire fortune. Car l'argent, hier comme aujourd'hui, c'est le pouvoir. Car l'argent, hier comme aujourd'hui, ouvre toutes les portes, même celles de l'amour, rendez-vous compte. Suivons donc la pensée brillantissime de Balzac et posons-nous les bonnes questions. Plutôt que d'accuser l'individu, voyons-le comme un symptôme dont nous avons le devoir de retrouver la cause. Et je conclurai en disant qu'il ne sert à rien d'accabler Rastignac de tous les maux. Inspirons-nous plutôt de la sagesse balzacienne. Reconnaissons que dans les comportements de ce jeune homme, les symptômes d'une société gangrénée par l'individualisme et le matérialisme. Reconnaissons que la ville de Paris était gravement malade au XIXe siècle. Reconnaissons que personne, absolument personne, ne s'est préoccupé de la soigner. Reconnaissons que la maladie s'est propagée à grande échelle et que nous avons hérité de ces séquelles dont nous sommes encore profondément affectés. Alors, je vous en conjure, ayons l'ambition, enfin, de soigner les excès de l'individualisme. Acquittons Hélène et prions-la de nous venir en aide. Je suis un peu embarrassée parce que je ne sais pas à qui vous avez répondu là, maître Samson. En tout cas, pas au fait que j'ai évoqué. Vous disiez que Balzac dénonce, mais tout écrivain qui se respecte sait bien que si l'on dénonce ces personnages, on les juge. Or non, on révèle une société, on donne vie à des personnages. Vous parlez de trêve
allez la demander aux Gilets jaunes. Enfin, quant à l'incarnation de la réussite, comme Rastignac est devenu un nom commun, je le trouve donc en feuilletant un dictionnaire, c'est assez simple, c'est rapide. On arrive à la lettre R, et ce que l'on découvre, c'est jeune loup, aux dents longues, arriviste, cynique, mais je ne vois aucunement le terme réussite. Quant à ce que vous considérez comme étant la morale, sachez que à aucun moment dans l'accusation que j'ai proférée, je n'ai parlé de ces pratiques, car quand bien même des faits se jugent à l'aune de la personnalité du préjugé, très souvent c'est aussi à l'aune de celle des avocats et de monsieur et mesdames les juges. Or, moi, je n'ai aucune morale, donc voilà. Et pour clôturer, lorsque vous parlez donc des prétendus faits, sachez bien que pour moi, la justice n'est pas la morale, la justice n'est pas catharsis, la justice se doit de condamner des faits. Merci. Oh. Et quant au mariage, j'ai lu dans un récent article que les Suisses divorçaient plus que jamais. Alors je pense que bien des femmes sont sauvées. Merci. C'est étonnant cette réplique, n'est-ce pas? Je n'ai prononcé ni le mot réussite ni morale et pourtant toute la réplique était basée là-dessus. Doit-on en conclure que la partie adverse n'avait rien à dire? Alors, je m'en remettrai à quelques remarques sur le réquisitoire de l'accusation. Je serai assez brève. J'étais étonnée de voir comment l'accent a été mis sur le fait que tous les maux de la société seraient le résultat de l'œuvre maléfique de Rastignac. N'est-ce pas? Si les femmes se prostituent, si les enfants ont faim, bref, si l'humanité va mal, c'est de la faute de Rastignac. Alors bon, selon moi, cette stratégie est très claire. L'accusation voudrait déshumaniser Rastignac et occulter ses sentiments. C'est généralement ce que l'on fait quand on n'a pas d'argument. Mais dépeindre Rastignac comme un monstre fou, criminel, dont on n'a absolument aucune preuve d'ailleurs, me semble un peu s'égarer, étant donné que Rastignac garde toujours une conscience dans le père Goriot. Il refuse d'épouser Victorine de Taillefer par intérêt et de tuer son frère, comme le lui propose Vautrin. Et il s'indigne fortement du comportement des filles Goriot. Il essaie de les convaincre de venir à l'enterrement, d'y assister. Il les prie de venir maintes fois, mais elles ne le font pas, ou trop tard. Enfin, il paye les funérailles et verse une larme à la fin. Alors, cher public, je crois que l'on peut dire que ce soir, la partie adverse a manqué sa cible.